L'histoire de la cuisine, c'est toi. Non, on est beaucoup, c'est-à-dire, il y a eu des gens comme Verger, comme Trois Gros. C'était une époque, c'est ça qui était formidable. Très bien. Oui, chef. Oui, on peut y aller. Le hamburger commence à entrer dans les habitudes alimentaires, ou plutôt dans une façon de vivre. Le repas familial n'est plus sacro-saint, place maintenant au repas pratique. S'agit-il même d'un repas? Se nourrir debout, se nourrir vite, se nourrir dans le tumulte. La folie de l'iPhone, les passionnés de nouvelles technologies le connaissent déjà. Il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications et il est mis en vente aujourd'hui en France. Bon là, je crois qu'on n'a pas mieux comme petit plat équilibré et réconfortant. Aujourd'hui, je te montre comment réussir une délicieuse tarte à pain à la poire. Ils viennent du monde entier, prêts à attendre des heures pour être les premiers à l'inauguration de la nouvelle boutique Tendance, une pâtisserie. Bienvenue dans l'atelier Masterchef. Maintenant, je vais essayer de faire un dressage avec le peu de temps qui me reste, sympa. Des offres d'emploi comme celle-ci, on en trouve. Mais des candidats à ces emplois, on en cherche. Depuis la pandémie, beaucoup de travailleurs ont quitté le secteur, que ce soit en salle ou en cuisine. Sur les vitres des établissements, les annonces se multiplient. 2 employeurs sur 3 expliquent avoir du mal à recruter. Aujourd'hui, ce que je crois dans une entreprise, c'est de mettre en place ce moteur économique de la croissance en conscience, impact social, impact environnemental, et ce qui fait qu'on laisse beaucoup moins de gens sur le bord de la route. On sait qu'il y a toute une génération de cuisiniers, de serveurs qui sont formés et qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices que même moi qui ai 30 ans, je parle comme un vieux sage, mais on fait avant. Donc il y a aussi une réadaptation et retrouver un niveau qu'on doit être bon avec les hommes et dur avec les faits. On est une somme d'individus à avoir, moi j'appelle ça une communauté de destin. Et là pour le coup, on peut créer un environnement des possibles. Bonjour à tous. Pendant 1h15 exactement, nous allons parler d'excellence, d'engagement et de management. Avant toute chose, un immense merci à Valrhona pour avoir permis ce moment suspendu, cette parenthèse de haut niveau, pour avoir eu le courage d'arrêter la course effrénée du CIRA, de la compétition de l'excellence, et convoquer cette question ô combien structurante de la fabrique de l'excellence. Comment engager durablement, véritablement, intensément des hommes et des femmes dans des métiers d'exigence? Valrhona a monté la scène du théâtre, mais les principaux protagonistes en sont bien les chefs. Une vingtaine d'entre eux, et non des moindres, représentatifs de toutes les sensibilités, de toutes les générations de la profession, tous gardiens de l'excellence de la haute gastronomie française, se sont livrés à bâtons rompus pour nous partager leurs inquiétudes, leurs incompréhensions, leurs défis, parfois leurs tourments, souvent leurs solutions. Il y a eu ceux qui nous ont confié être noyés dans cette réalité qui les dépasse. Le désengagement, les turnovers, les nouvelles exigences, l'immersion de l'intimité au cœur du management, les nouvelles distances, l'inversion des rapports de force, les nouveaux équilibres, les nouvelles temporalités. Tout cela à gérer en plus d'un monde qui s'accélère, d'une digitalisation qui s'amplifie, d'un temps du savoir-faire qui se raccourcit, d'une équation économique qui se complexifie. C'est beaucoup. Ils sont fatigués, ils tentent de composer, ils prennent sur eux, ils se remettent en cause. Les plus expérimentés, qui depuis plus de 40 ans traînent leur guêtre en cuisine ou dans les laboratoires, tentent d'être philosophes. Nous sommes à l'aube d'une réinvention nécessaire et il nous faudra trouver la recette d'un engagement de qualité dans la durée pour préserver l'excellence qui nous anime tous. D'autres enfin se mettent à distance de ce magma humain trop chaud. Ils imaginent des concepts pour s'affranchir de la réalité ou espèrent secrètement l'arrivée des robots pour compenser une complexité humaine insondable, instable. Quelle que soit leur sensibilité, tous les chefs interrogés ont pointé un avant et un après. Oui, l'engagement s'est abîmé. Oui, il a changé de nature. Oui, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier. Et avec leurs mots, ça donne ça. Le service a beaucoup changé. C'est ce qu'il y a de plus dur. Recruter ceux qui représentent notre maison.
Les premières questions ne sont plus « qu'est-ce que je vais apprendre ?», mais plutôt « combien je vais gagner et combien de temps je vais travailler ?» J'assume de porter un changement, un jugement. Oui, c'était mieux avant. Soyez rassurés ou pas, ce phénomène n'est pas propre du tout au monde de la gastronomie et de la pâtisserie. Vous récoltez dans vos équipes le fruit d'une époque. C'est l'intégralité du monde du travail qui mute depuis quelques années maintenant et qui percute de plein fouet l'intégralité des sphères économiques. L'absentéisme, c'est plus 41% en France entre 2019 et 2023. Alors que la France affichait les meilleures performances de l'OCDE entre 1986 et 2004 en termes de productivité du travail, elle se trouve aujourd'hui à la dernière place. Un désengagement à la française, c'est la baisse de 8,5% de la productivité du travail française depuis 2019. Et enfin, et c'est probablement le pire, 7% des travailleurs français aujourd'hui se déclarent engagés au travail, ce qui place la France 36e sur 37 pays européens. Soyez rassurés, donc, vous récupérez une époque, mais soyez concernés, et vous l'êtes, car ces mutations à l'œuvre n'épargnent pas les business. Plus de 7000 restaurants ont vu leurs portes fermer en 2023, c'est une hausse de 44% par rapport à 2022. En mars 2024, il y avait 200 000 postes à pourvoir dans ce secteur. De manière plus sourde et probablement plus dangereuse, l'époque vient ébranler les fondamentaux de la profession. La formidable accélération du temps que nous avons vue interpelle en profondeur l'apprentissage, la consolidation des savoir-faire, la stabilité des savoir-être et des savoir-servir. L'érosion de l'engagement ensuite rend fragile la transmission de l'excellence, alors qu'elle est le trésor de la profession. Comment passer le relais à une relève préparée si cette relève n'a plus le goût d'une préparation qui se fait dans la durée? Et si vous, chef, n'avez plus le goût de la relève? Le désengagement à l'œuvre, enfin, représente un coût certain. Le coût du désengagement, c'est le coût du service que l'on va sacrifier pour préserver l'assiette. Pas de nappe, car personne n'est là pour les repasser. Le coût du désengagement, c'est la complexité de l'assiette que l'on va réduire, passer de 7 à 3 éléments dans l'assiette pour compenser les absences en cuisine, passer de l'opaline à la tuile, car on n'a pas le staff. Le coût du désengagement, enfin, c'est la santé mentale des chefs et leur résilience qui est entravée. Je me donne partout, je compense, et oui, je me tue à la tâche. Le coût est partout, il est visible, désormais, mais il ne doit jamais abîmer le goût, que vous vous décarcassez à préserver coûte que coûte, à sublimer dans la sobriété et la frugalité. Car il y a une bataille qui ne peut être perdue, c'est celle de l'excellence. Une moindre excellence n'est pas concevable, elle n'est pas acceptable. Il n'est pas question de revisiter la définition de l'excellence. Il faudra donc revisiter les conditions d'obtention de cette excellence. Il faudra oser se poser la question d'un management d'excellence pour fabriquer l'excellence, ôter le couvercle sur des réalités moins jolies que l'assiette. Je fais de la merde, je suis une merde. Il faudra peut-être aussi faire le deuil d'une quantité d'engagement que vous avez connue qui a été la vôtre. Il faudra être aussi créatif dans les manières de faire que sur la table. Cette heure ensemble est une mise en bouche, un horizon esquissé, une fenêtre sur les possibles pour vous donner envie de vous mettre en mouvement. À l'issue de ce court voyage, si vous êtes prêts pour le grand saut, nous serons là pour en parler. Pour conclure cette introduction, permettez-moi de convoquer Aristote. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. L'excellence n'est jamais un accident. Alors, vous l'aurez peut-être compris avec le son qu'on vient d'écouter, nous sommes dans les vestiaires. Nous sommes nus, nous sommes face à face pour dresser un constat, savoir d'où l'on part, pour imaginer où l'on va avec courage et nuance. Pour planter le décor, il nous fallait un chef courageux et nous l'avons trouvé. Il ne parlera pas de vous, il parlera pour lui. Mais à travers lui, c'est peut-être tout un secteur qui se regarde et qui pivote. Ce constat ne saurait être juste sans être confronté aux turbulences qui parcourent les autres mondes de l'excellence. Car oui,
Les mondes où l'excellence est reine et non négociable sont nombreux. Ils font rayonner la France. Alors qui de mieux pour mettre en perspective les propos de notre chef courageux qu'un professeur voyageur, expert des sujets de management et de leadership dans les mondes exceptionnels que sont le sport de haut niveau, la musique et les unités militaires d'élite. Merci d'accueillir chaleureusement Christophe Haribert, doublement étoilé, chef de la maison Haribert à Grenoble, et Thierry Pic, professeur à l'EM Lyon. Merci messieurs. Chef, nous allons commencer avec vous. Vous êtes un homme en mutation, un chef en transformation. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous partager à la fois votre voyage personnel, depuis le petit garçon que vous avez été, fils d'un papa chef lui aussi, au manager courageux, présent aujourd'hui, que vous êtes devenu, qui a su remettre en cause ses pratiques, et nous expliquer également quelle a été la source chez vous de cette mutation, de cette réinvention. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, ravi de partager ce moment avec vous aujourd'hui sur un sujet que je pense fondamental pour nos maisons, fondamental pour leur succession d'énergie, fondamental pour pérenniser aussi nos lieux et fondamental pour l'humain, parce que l'humain est la base et le centre de nos énergies aujourd'hui, et la défense du vivant sous toutes ses formes. Pour aller sur ce sujet, je vais commencer par mon enfance, puisque j'ai grandi dans un restaurant, et oui, mon papa était cuisinier, donc j'ai grandi au milieu des marmites, du bruit, et d'une énergie que mon papa avait, pas toujours positive, puisqu'il était un peu débordé, je pense, et qui gérait pas tout le temps son stress, et ça débordait assez souvent, et du coup j'ai grandi au milieu de cette énergie négative, et c'était pas simple tous les jours, c'est des moments compliqués, et ça fait partie de ma construction, mais j'ai baissé la tête et j'ai essayé d'avancer au milieu d'un milieu qui n'était pas simple. Ensuite, je suis devenu cuisinier, oui, parce qu'on n'échappe jamais à son destin dans la vie. Je ne voulais pas faire ce métier, je me rêvais skieur de haut niveau. Je suis né dans la montagne, je suis un chef alpin. J'ai grandi à Autran dans le Vercors, pour les connaisseurs. Et je me rêvais skieur de haut niveau. Mais on n'échappe jamais à son destin et je suis allé à l'école hôtelière. Et déjà à l'école hôtelière, les professeurs étaient cassants, pas très agréables. Il y avait déjà une ambiance, je sentais déjà une ambiance pas simple, pas évidente. Déjà là, ça commençait pas très bien, je revivais déjà ce que j'avais vécu étant enfant, et c'était déjà pas simple, donc tu baisses la tête, tu te relèves, tu baisses la tête, tu avances, tu te dis que ce métier est comme ça, puisque c'est ce que tu as connu quand tu étais enfant. Donc tu t'installes dans cette énergie-là, qui est pas très positive, mais tu te dis c'est pas grave, je vais avancer, je vais avancer. Ensuite, une envie de faire des grandes maisons étoilées, c'est ce que j'ai fait, je me suis confronté à des très grandes maisons, et là ça a pris un level supplémentaire, d'agressivité, de violence verbale, physique parfois. Et pareil, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu te dis que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc tu gardes cette énergie positive et constructive, tu avances, tu as la foi, tu es motivé et tu crois en toi malgré les brimades, malgré la complexité du quotidien, le temps de travail qui est très long, la dureté, tu t'accroches. Petit détail, la moitié déjà des cuisiniers avec qui j'étais à l'école avaient quitté ce métier. Au jour d'aujourd'hui, 100%, il ne reste que moi aujourd'hui comme chef cuisinier ou cuisinier. Sur les 30 élèves qui faisaient partie de ma promotion, les 29 ont quitté le métier. C'est quand même assez évocateur de la problématique quotidienne. Ensuite, tu deviens chef, manager. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu répètes ce que tu connais, puisque tu ne sais pas faire autre chose. Tu es dans cette énergie négative, tu es négatif, tu es agressif, jamais violent, parce que la violence, c'est quelque chose qui ne m'habite pas. Mais en tout cas, j'ai pu être cassant, j'ai pu être désagréable, et j'ai pu être pas positif avec mes équipes. Mais assez vite, je me suis rendu compte que cette méthode de management ne me parlait absolument pas, qu'elle ne m'habitait pas, et que surtout, j'en avais souffert, et qu'il était hors de question que de nouveau je puisse faire souffrir des gens au travers de cette énergie ultra négative. Et de là, j'ai commencé à me remettre profondément en question,
avec mes équipes, à évoquer ces moments compliqués qu'on traversait, parce que ces moments de stress, ils existent. On manage l'excellence, et dans l'excellence, il peut y avoir des moments de stress importants. Donc il est important de les comprendre, de les expliquer, et de vivre avec son équipe. Tu as débordé, tu as eu un mot de trop, tu t'excuses, tu reviens en arrière, tu expliques la situation, et tu manages ton groupe humainement, et tu es proche d'eux. Un collectif, une équipe, c'est un collectif qui respire ensemble, c'est une unité, c'est des individualités qui respirent ensemble vers une vision commune. Et c'est ça qui est le plus important. Tu fais avec tes forces en présence dans ton groupe. Tu ne vas pas plus loin que tes forces actuelles, que les moyens que tu as, et tu travailles avec les gens que tu as au sein de ton groupe. Donc, ce qui était important pour moi, c'était déjà d'être bien moi-même, personnellement. Pour être bien avec les autres, il faut être bien soi-même. Donc j'ai fait tout un travail sur moi, le yoga, la méditation, la nature, des discussions avec des amis, bien sûr, de différents milieux, m'ont aidé à comprendre mes attitudes, mes comportements au quotidien. Et j'ai pu, par des techniques de respiration, des techniques de méditation, ne plus m'énerver, gérer mon stress et surtout ne jamais, au grand jamais, faire découler ce stress sur mon groupe et sur mon collectif. Être un parapluie immense, ouvert, d'amour et d'engagement au quotidien pour qu'on avance ensemble. On n'a pas besoin d'être un tyran aujourd'hui pour manager l'excellence, on n'a pas besoin d'être un tyran aujourd'hui pour faire un joli travail, et ça c'est très important. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai juste pris conscience à un moment donné, par mon cursus, par l'homme que je suis. J'ai eu envie de faire évoluer ça, j'ai eu envie de faire bouger ces lignes. Il était primordial pour moi de m'inscrire dans cette énergie-là. La défense du vivant, l'écosystème, l'éco-responsabilité dans laquelle on est aujourd'hui à Maison Rébert, ce qu'on a construit, c'est des choses qui sont très importantes. Mais mon équipe, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus important. C'est aujourd'hui les fondations de ma maison, l'énergie de ma maison, et on construit ensemble au quotidien. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un chemin possible, tous ensemble, pour une construction positive, et on a trop perdu de jeunes gens. J'ai trop reçu de jeunes gens aujourd'hui en perdition, qui ont perdu la confiance en eux, et qui savent plus du tout s'ils ont envie de faire ce métier ou pas. On les récupère, ils sont paumés, ils ont bossé dans des maisons où les gens sont catastrophiques en termes de management. Et on le sait très bien. Il faut faire évoluer les choses. On a des problèmes de recrutement, on a des problèmes de temps de travail, on a des problèmes aussi pour que les gens puissent se projeter positivement dans nos métiers. Et la seule solution, c'est de prendre conscience de notre attitude au quotidien pour faire évoluer les choses. Merci. Merci infiniment, chef. Oui, je pense que ça mérite... C'est rare, un acte de courage personnel émouvant. Merci infiniment de ce témoignage. Thierry, est-ce que les turbulences humaines aujourd'hui, managériales, qui traversent la haute gastronomie, vous sont familières? Vous qui êtes un professionnel du sujet, plutôt dans le monde du sport de haut niveau, de la musique d'exception ou encore des forces spéciales? Alors j'ai noté sur mon iPhone effectivement le modèle managérial dont vous parliez, qui est autoritaire, en plein de dureté, de brutalité. Alors on le retrouve dans d'autres environnements d'excellence. C'est le management hiérarchique, commande-contrôle dans l'entreprise, c'est la soumission de l'athlète à son entraîneur, c'est l'autorité quasiment divine d'un chef d'orchestre. Voilà, c'est aussi les ordres et les instructions du gradé dans le monde militaire. Donc on le retrouve dans beaucoup d'environnements avec une vision héroïque du leader, omniprésent, omniscient, fort, toujours ayant réponse à tout. Et je crois que ces modèles de soumission aujourd'hui ne marchent plus dans la société actuelle. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on a besoin de l'initiative, de l'autonomie, de la coopération des hommes et des femmes qui finalement créent l'activité quelle qu'elle soit. On a évidemment un changement de posture des nouvelles générations, je ne vais rien vous apprendre. Dans le monde du sport, aujourd'hui, les athlètes veulent se réapproprier leurs projets, ne veulent plus dépendre que d'un seul modèle. Dans l'entreprise, les collaborateurs, on le sait bien, cherchent du sens, veulent participer, veulent grandir, veulent progresser, veulent aussi apprendre en permanence. Donc, et puis aussi, dans un monde incertain, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les ressources, toutes les forces, où qu'elles sont, et répartir aussi les efforts. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps aussi de sortir du toujours plus
plus d'heures d'entraînement, plus d'heures de travail, pour envisager le mieux ou le différent. C'est ce que font beaucoup de sportifs d'ailleurs à maturité qui changent leur méthode d'entraînement pour travailler différemment. Et je pense que dans tous ces environnements d'excellence, le facteur humain est juste aujourd'hui finalement le facteur central de la performance. Alors quels sont les leviers de ce facteur humain que moi je peux observer et témoigner en sport par exemple, c'est faire porter l'attention sur la personne qui est derrière l'athlète. Pas simplement le médaillable, mais son mental, ses motivations, la récupération dont il a besoin. On sait que la récupération fait partie de la performance, ses émotions qui occupent de plus en plus de place aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Donc vraiment la personne derrière l'athlète qui va faire de lui un champion, de lui ou d'elle un champion. La deuxième, je crois que c'est reconnaître et s'appuyer sur la singularité de chacun. Ce qu'on appelle dans le monde du sport les spéciales. Vous savez, c'est le geste un peu naturel d'un joueur qui lui donne sa singularité, qu'il effectue sans effort et qui peut apporter au collectif et sur lequel le collectif peut s'appuyer. Une entreprise de service avec laquelle je travaille a même été jusqu'à émettre une stratégie qui s'appelle le « qui avant le quoi ». C'est-à-dire sa stratégie, elle est basée sur d'abord le recrutement des personnes et ensuite on trouvera les activités qui leur conviennent. Donc on a des évolutions de ce type-là autour de la prise en compte effectivement des personnes. Et puis peut-être le troisième levier que je voudrais citer, c'est bien évidemment la puissance du collectif, vous en avez parlé. Comment coopérer ? Coopérer, ça vient du latin opus, comment créer une œuvre ensemble. C'est ce que fait un quatuor musical par exemple, c'est ce que font les forces spéciales commando quand elles se basent sur les meilleurs talents mais qui doivent évidemment mener une mission ensemble en haute dangerosité, ou une équipe de sport qui fait que le 1 + 1 = 3 avec un entraîneur qui est capable de travailler cette dimension-là. Alors si c'est évident, pourquoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui et pourquoi c'est difficile à accepter ? Ce que j'observe par exemple dans le monde du sport, c'est d'abord la résistance de l'athlète lui-même. Une difficulté d'abord à exprimer ses besoins ou à remettre en cause un système, notamment s'il est jeune, dans lequel il ne se sent pas légitime. La deuxième difficulté, elle vient évidemment de la part des entraîneurs, qui ont peur de perdre leur identité, et puis tout ce qu'ils ont construit, qui constitue leur valeur, sûrement d'ailleurs leur succès, quelque part, et aussi peut-être un peu leur territoire. Donc en tout cas, cette remise en cause, elle interroge le système de croyance, et finalement, tout ce qui les ont fait réussir. Troisième difficulté également aussi qu'on peut noter, c'est les sujets nouveaux qui apparaissent. Le mental dans le sport, le coaching, toujours un petit peu louche, l'évolution des méthodes de travail dans l'entreprise, le rapport au travail des nouvelles générations et à l'autorité, avec parfois une difficulté de compétences et simplement un manque d'outils pour appréhender ces nouveaux sujets. Puis le dernier élément, effectivement, c'est aussi la représentation sociale qui est attachée au grand chef, à l'entraîneur, au haut gradé, avec cette idée d'un leader fort, solide, qui n'a peur de rien et qui résiste à tout. Votre vulnérabilité est une chance. Aujourd'hui, notamment dans les expéditions polaires, la vulnérabilité, la capacité à exprimer ses faiblesses et donc à laisser de la place aux autres est un facteur de recrutement pour constituer ces équipes, par exemple. Alors finalement, pour réinventer ces modèles, quelles sont les clés ? Je crois que la première d'abord, c'est ne jamais oublier d'où on vient. Ne jamais oublier le passé et ses traditions. Dans le monde du sport, ceux qui s'intéressent un peu au handball, par exemple, qui est le sport le plus emblématique et en termes de durabilité, vous appartenez à une filière, à une culture de la gagne, à une tradition. Le monde militaire aussi illustre beaucoup, par l'ensemble de ses rituels, l'appartenance à une tradition et à des savoir-faire qui sont ancrés. Donc on n'oublie pas son passé, ses traditions, mais effectivement, il faut construire de nouveaux modèles d'excellence. Alors, la rigueur et l'excellence ne sont pas abandonnées, mais simplement, la puissance n'est pas remise en cause non plus, mais simplement orientée différemment. Alors, vers quoi ? Vers la création de collectifs, l'exigence du collectif, l'exigence du grandir ensemble pour un projet que l'on partage. L'exigence de la qualité de la relation au quotidien. La qualité de la relation, c'est l'aventure humaine qu'on va vivre. C'est le plaisir. Léon Marchand, qui nous a tous fait rêver cet été, vous savez, qui était aux limites du burn-out il y a 2 ans, nous dit « Le plus important pour moi n'est pas le résultat, mais la manière de prendre le plus de plaisir possible ». Passer de la quête du résultat à tout prix, c'est ce que font les sportifs, à l'excellence de la réalisation, du résultat à la réalisation. La réalisation, c'est la façon de faire, c'est le processus, c'est le chemin parcouru, c'est les étapes, c'est l'apprentissage. Claude Onesta disait « Le résultat n'est qu'une conséquence dont la valeur réside autant dans le chemin collectif que dans les succès éphémères ». En conclusion, rapidement, vous l'avez compris, le monde bouge. Je vais citer Kofi Annan qui disait « L'avenir vous appartient, mais il ne peut vous appartenir que si vous y participez
et vous le prenez en charge. N'hésitez pas à sortir de vos cuisines ou de nos environnements tous et allez voir les pionniers, ceux comme Christophe qui font bouger les lignes, dans vos mondes ou dans les autres. Fonctionnez vous-même en collectif, vous êtes des rôles modèles quelque part, nous devenons ce que vous faisons, disait Aristote. Comment ensemble, effectivement, vous pouvez faire bouger les lignes, quelle responsabilité collective vous pouvez créer. Et puis, comme le disait aussi Christophe pour commencer, je crois que ces changements de paradigme nous invitent à une transformation des personnels, une remise en cause personnelle. Et je voudrais vous laisser avec cette vidéo assez extraordinaire de Leonard Bernstein, le grand chef d'orchestre. Vous allez voir comment ce monsieur dirige son orchestre. Vous allez voir qu'il nous montre, vous pouvez lancer la vidéo, ouais. Vous pouvez voir qu'il nous montre un modèle d'excellence dans lequel la posture du leader, elle est complètement différente, mais elle est tout aussi efficace. On va voir qu'à un moment, il n'y a plus besoin de tenir la baguette. Ça ne veut pas dire qu'on est absent. Ça veut dire qu'on est fortement engagé par la proximité et par la qualité de la relation et par la confiance qu'on a avec son équipe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, messieurs, pour cette leçon de sensibilité, de collectif, de courage et puis de puissance, en fait, puisque ça n'est pas antinomique. Je vous invite à descendre de scène. Merci aussi de la concision de vos propos. Alors, nous l'avons bien compris, il y a un avant et un après. Tout ce que les chefs nous ont partagé est bel et bien véridique. Probablement que l'engagement pour le travail, l'engagement dans le travail a changé de nature. Vraisemblablement, nous assistons à une nouvelle architecture des priorités. Le travail est moins central, de nouveaux équilibres se dessinent, les carrières se construisent avec des temporalités différentes en fonction des séquences de vie. La parentalité, le personnel, l'intime s'invitent en cuisine et donc au cœur du management. L'émancipation par le travail, elle, est entravée dans des économies où la croissance n'est plus infinie. Le respect, lui, doit être partout. La confiance, c'est d'abord. Le contrôle, c'est après. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'avant ? Nous ne répondrons pas à cette question. Ce qui est certain, c'est que c'est différent. Si l'excellence doit être préservée, coûte que coûte, les conditions d'exercice et d'obtention de cet engagement qui fabrique l'excellence, qui permettent l'excellence, elles doivent être revisitées. La gastronomie n'est pas un monde clos. On ne peut pas se cacher derrière les spécificités ou les singularités d'un secteur pour justifier des pratiques ou ne pas regarder ce qu'il se passe ailleurs. Comment cultiver l'engagement maximal sous très fortes contraintes ? Comment tirer parti des champions, des élites, des individus d'exception, tout en sublimant un collectif qui doit transcender les individus ? Est-ce que derrière, et parce que derrière le management, il y a le business, comment font ceux dans les mondes de l'excellence, les autres mondes de l'excellence, qui tirent leur épingle du jeu d'un point de vue économique ? Pour partir à la rencontre d'autres univers qui ont en commun d'avoir l'excellence comme raison d'être, l'excellence comme moyen de survie, il fallait une femme forte, il fallait une femme puissante, une femme libre. Il nous fallait une chef, une étoile filante de la gastronomie, une Indiana Jones sans peur et sans tabou. La chef Georgiana View, chef étoilée du restaurant Rouge à Nîmes, va nous rejoindre sur scène. Merci. Ah oui, ça marche. Bonjour à tous. Je vais le refaire, comme ça vous allez me répondre. Bonjour à tous. Ah, génial, génial, génial. Bon, ben voilà, donc je m'appelle Georgiana View. Et donc, c'est la première fois que je fais ça, modératrice. Donc, je vous demanderai d'être très indulgent. J'avais pas prévu les lumières. Mais bon, on va y aller. Donc, je m'appelle Georgiana View, je suis une femme et noire, comme vous pouvez le voir. Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est la jeune femme de 33 ans que j'étais il y a quelques années, petite quinzaine d'années maintenant, qui a décidé, donc, après des études de LEA et un bébé arrivé un peu tôt, de faire une reconversion. Donc, l'idée de base, c'était d'ouvrir une sandwicherie, saladerie, mais déjà avec la notion d'excellence, c'est-à-dire pas faire juste un pain beurre avec n'importe quel pain et n'importe quel beurre, des plats cuisinés, etc., etc. Bon. Et puis, de fil en aiguille, de rencontres,
en expérience, en stage, etc. J'en arrive aujourd'hui à diriger donc ce qu'on appelle un restaurant gastronomique. Super. Aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire de ce restaurant. Pour autant, j'ai quand même, toutes ces 15 dernières années, été à mon compte, donc entrepreneur. Et ce que moi j'ai envie de dire par rapport à mon expérience personnelle, j'avais écrit des choses, mais bon, on verra. C'est que la difficulté aujourd'hui, pour moi, elle réside à trouver un équilibre, il faut bien le dire, qui est précaire, entre le coût et la volatilité. Le coût émotionnel, parce qu'en fait, on se retrouve avec des équipes, des compagnons de route auxquels on s'attache, qui s'attachent à nous. Mais la société étant ce qu'elle est, eh bien, des personnes bien plus expérimentées en ont parlé tout à l'heure, ces personnes décident de partir. On n'arrive pas à les garder auprès de soi dans la durée. En introduction, Emmanuel a dit « Georgiana View, l'étoile filante ». Moi-même, à ma façon, je suis un peu dans cette configuration-là. Donc comment aujourd'hui faire perdurer un lieu? Comment aujourd'hui assurer l'excellence que le monde entier nous envie lorsqu'on n'arrive pas à fédérer autour de nous des personnes qui ont envie de rester dans la durée? Parce que comme on disait, eh bien, ça ne se réalise pas comme ça par magie. Et la volatilité, donc, ça rejoint ce que je dis, parce qu'ils ne veulent plus rester, ils ne veulent plus faire des coupures, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je suis là pour interroger 3 personnalités incroyables, 3 Top Gun, comme a soufflé dans l'oreillette, parce que peut-être qu'une des solutions, c'est d'aller chercher des réponses, c'est d'aller dialoguer avec d'autres corps de métier qui ont ce même attachement à l'excellence à la française et qui peut-être, de par leur expérience, de par eux, leur quotidien, vont nous amener à avoir un début de réponse pour ça fait beaucoup de comment, pour réinventer donc cette nouvelle façon de manager. Donc sans plus attendre, je vous demande déjà de m'applaudir moi. Je rigole. Je suis obligée d'être très sérieuse, alors qu'en général, quand je prends la parole, je préfère être marrante. Donc sans plus tarder, je tremble, c'est incroyable. Je vais vous demander... Non, je vais d'abord vous présenter mon premier... comment je pourrais dire mon premier invité. Bon, voilà, c'est pas moi qui l'ai invité, mais c'est mon invité. Le premier, c'est le commandant... Attendez, commandant, ne venez pas tout de suite. C'est un homme de l'ombre, issu des forces spéciales. Pendant 20 ans, il a sillonné les théâtres d'opérations extérieures, sur terre comme en mer. Il vient témoigner aujourd'hui de ce qui fait le ciment de l'engagement chez ces hommes et ces femmes qui ont la mort comme hypothèse de travail. Il nous parlera de management d'excellence et de fraternité. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le commandant... Alors, c'est 3 garçons. Hein. Le deuxième, il est à la tête d'escadron de pilotes de chasse. Ça c'est pas mal. Vous aussi, c'était très bien, hein, commandant, attention. L'élite de l'aéronavale française, il commande la base navale de Landivisio. C'est pas facile à dire hein, pour moi. Où l'excellence n'est pas seulement une exigence individuelle, mais une discipline collective partagée par la flottille. Pour eux comme pour nous, dans des conceptions très différentes, l'excellence est une condition de survie. Il nous parlera de leadership, de feedback à très haut niveau. Je vous demande d'accueillir Marc Boudillot. Bienvenue. Vous avez le droit de prendre un micro chacun. Et enfin, last but not least... Mon dernier invité est un éminent professeur passionné et passionnant qui explore les sphères du luxe dans toutes ses dimensions à travers le monde. Qu'est-ce qui fait l'exception de l'excellence française par rapport au modèle d'Asie, du Moyen-Orient ou des États-Unis? Eh bien, c'est la question qu'il pose. Professeur et titulaire de la charte management des savoir-faire d'exception à l'ESSEC, management des savoir-faire d'exception à l'ESSEC, il transmet tous les jours la passion de l'exceptionnel et nous partage aujourd'hui son analyse des défis et des enjeux majeurs pour nos entreprises. Monsieur Simon Niac, bienvenue. Je l'ai fait. Voilà, je vous en prie, vous avez des verres d'eau, voilà, très bien. Bon,
Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On en a parlé, du temps. Donc, la première question, elle s'adresse à vous, commandant Tchenko. C'est 2 questions en une. Quels sont les profils qui s'engagent chez vous? Et surtout, quel point commun entre la Marine nationale et la gastronomie? Top chrono, c'est à vous. Merci de l'invitation. La devise de la Marine, c'est honneur, valeur, patrie, discipline. Donc déjà, rien que dans cette devise, je pense qu'on peut retrouver des similitudes. Mais un métier en uniforme, un métier avec une hiérarchie très marquée, un métier intense, hein, jour, nuit, un métier, on l'a dit tout à l'heure, où on se fait mal, où on transpire. Un métier passion qui percute ou qui fusionne avec notre vie privée. Et chez nous particulièrement, comme chez les pilotes, un métier d'excellence où voilà, on fait partie de l'élite et c'est comme ça. Et ce même matériau humain, des jeunes au début pas qualifiés, pas formés. Et dans la marine, on a un outil extraordinaire qui s'appelle l'école des mousses, qui forme ces jeunes qui sont pas diplômés. Et pour la marine, c'est une institution prestigieuse. Pour les armées, c'est une institution prestigieuse. Et finalement, la marine a la chance d'offrir une seconde chance. C'est génial, bravo. Alors, j'ai une deuxième vraie question. Les profils que vous avez dans la marine sont les mêmes qu'en cuisine finalement. Donc tout ce que vous expliquez là, je ferme les yeux. J'ai pas l'impression que c'est un commando qui me parle. Eh bien, j'ai l'impression qu'on parle de mon métier. Quels sont pour vous les trésors de management pour engager les gars? Alors. Et vous savez maintenant qu'une question n'arrive jamais toute seule. Comment parvenez-vous à engager jusque dans l'hypothèse de la mort et à rendre fiers sous le drapeau français? Parce que c'est finalement ce qui fait la différence avec nos 2 métiers. C'est que vous, quelqu'un qui s'engage, vous lui dites, avec un peu de chance, il n'y a peut-être pas de retour à la maison, quoi. Oui, la mort comme hypothèse de combat. En préambule, avant de donner mes 3 ingrédients magiques, c'est pour dire qu'on n'a pas finalement plus de formation que ça. On parle de formation au commandement, mais la réalité, c'est que la formation, c'est le terrain, c'est les opérations et c'est les relations avec les autres. Dans les armées, le collectif, c'est l'esprit de famille. Hein. On s'en fout d'où vous venez, votre sexe, votre âge, peu importe. C'est vraiment un collectif au service de la famille. Vraiment, le sexe ? Vraiment, les balles, elles choisissent pas, hein. Donc peu importe. Donc c'est vraiment un collectif au service de la famille. On parle de frères d'armes. Ensuite, moi je suis un marin, nous sommes des marins. Dans la marine, c'est l'esprit d'équipage. On est tous dans le même bateau, on a une mission à remplir dans la tempête. Tout le monde est essentiel pour réussir cette mission. L'esprit d'équipage, se mesure à la force du maillon le plus faible, comme une encre. L'esprit d'équipage, c'est le collectif au service du bateau. Et enfin, chez les commandos, on a l'esprit commando, l'esprit de meute, on en a parlé tout à l'heure. Tout faire pour réussir la mission, ne faire plus qu'un pour y arriver. Et là, c'est vraiment le collectif au service de la meute. Donc, du coup, s'appuyer sur les forces de chacun, comme on disait tout à l'heure. Exactement, c'est essentiel chez nous. Et donc, cette cohésion amène un très fort sentiment d'appartenance, hein, surtout chez nous, les commandos. Et c'est un collectif, finalement, un engagement fort au service du groupe et du collectif. Il y a une notion très importante dans la cohésion, c'est l'intimité. On a aussi parlé. C'est très précieux. Hein. Chez nous, c'est pas quand votre gars il s'est pris une balle dans la jambe ou quand vous le ramenez dans un cercueil qu'il faut se poser la question du nom de sa femme et de ses enfants. Donc quand vous parlez d'intimité, en fait, c'est aussi aller vers l'autre dans le sens, pas seulement qu'est-ce qu'il peut m'apporter professionnellement, mais qui il est, finalement, l'humain. Exactement. Dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'on crée ce lien, non? Dont vous parliez. Oui, c'est comme ça qu'on crée ce lien et qui permet ce deuxième ingrédient qui est la subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est essentiel chez nous, le faire-faire. Le faire-faire, c'est le ciment des opérations spéciales. On n'est pas nombreux, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est des chaînes de commandement directes et c'est des choses qui doivent être très efficaces. Le président de la République, il donne l'ordre de libérer les otages. Vous avez vos 2 jeunes de 20 ans qui rentrent dans la pièce et qui libèrent l'otage. C'est ça, les opérations spéciales. Moi, je suis chef, je suis obligé d'être subsidiaire. Je ne sais pas tout faire, je ne suis pas omniscient. Donc, déléguer, c'est commander. Je suis chef, je ne peux pas tout faire. Hein, faut pas être partout. Exactement, c'est le terrain qui commande. Donc cette subsidiarité, cette confiance, c'est de l'exigence, c'est de la discipline dans l'action et ça permet le fort engagement pour l'autre. La confiance,
ultime chez nous, elle est bien matérialisée par les nageurs de combat. Quand vous plongez en pleine nuit, vous êtes reliés par une ligne de vie. Soit vous réussissez ensemble, soit vous mourrez ensemble. Et enfin, mon troisième ingrédient, c'est le chef. Alors c'est un mot qui résonne dans nos deux univers. Le chef, pour la confiance, c'est lui qui suscite l'adhésion. C'est lui qui fait la confiance. C'est lui qui donne du sens à l'action. C'est lui qui va dans l'intime pour faire cette confiance, tout en, et dans l'armée c'est important, gardant ce qu'on appelle le relais de commandement avec ce qui vous entoure, avec vos supérieurs, avec vos autres organismes. Et du coup, pardon de vous couper, est-ce qu'il y a aussi une notion d'exemplarité ? Bien sûr. Est-ce qu'on s'identifie beaucoup au chef ? On dirait qu'elle allume mes notes. Non, pas du tout, mais je dis que ça me fait écho. Oui, c'est exactement ça, parce que ensuite, pour la subsidiarité, il faut la confiance, et la confiance, c'est l'exigence envers soi, envers les autres, et donc de l'exemplarité, en étant bienveillant et humble. L'humilité, c'est très important. La confiance, ça se crée aussi en tirant ces hommes vers le haut. On les forme, on les entraîne, on leur transmet des choses, on leur transmet des savoir-faire, et chez nous, c'est très important. Et enfin, faut être bon aussi. C'est quand même un moment, il faut être compétent soi-même. Et alors justement, est-ce que vous avez des... il ne reste pas beaucoup de temps pour vous, mais les autres aussi pourront répondre à la question. Est-ce qu'il y a un système de reconnaissance, de gratification ? Est-ce que c'est les grades qu'on va prendre ? Est-ce que c'est les galons qu'on va prendre ? Comment est-ce qu'on... Parce qu'une fois qu'on est en confiance, une fois qu'on a l'exemple, une fois qu'on a la formation, on est tous des êtres humains aussi. Il y a un petit côté égo qui a besoin d'être flatté pour aller encore plus loin, non ? Ou je me trompe ? Ça dépend de son chez nous. Alors c'est bien, on a des médailles, donc ça nous aide. Mais il y a la reconnaissance au sein du groupe. C'est quand moi, chef, je dis au gars, c'est toi qui va nous emmener là-bas, c'est toi qui va lancer l'assaut, c'est toi qui va faire ça. Donc la subsidiarité, c'est un acte fort de reconnaissance. Et pour terminer, je dirais que le chef, chez nous, il commande. Un chef, c'est fait pour chefer. Voilà. Il donne des ordres ou il délègue son autorité en étant subsidiaire. Et il assume ses échecs, les échecs de ses hommes, il assume ses responsabilités. Vaut mieux une armée de chèvres commandée par un lion qu'une armée de lions commandée par une chèvre. Mais sympa pour les chèvres. Elles font du très bon fromage en tout cas. Chacun son truc. Marc, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, commandant, la cuisine, c'est une pièce de théâtre, ce que j'aime bien dire, qui fait qu'on est obligé d'être excellent tous les jours. Dans le sens où la pièce a beau avoir reçu les meilleures critiques, la veille, vous avez un public qui était vraiment en symbiose avec vous. Le lendemain, si vous êtes tout aussi bon, mais qu'il n'y a pas cette magie qui opère, eh bien, tout tombe à l'eau. Sur cette base-là, du poste de commis jusqu'au chef, en passant par le serveur, on est déjà dans cette dynamique de rigueur, d'excellence, dans cet état d'esprit d'excellence donc et de rigueur. Pour la communauté des pilotes à laquelle vous intervenez, véritable communauté de stars, comment appliquer cette excellence pour la profession à soi-même ? Donc la rigueur et l'excellence, effectivement, c'est constitutif de quand même beaucoup de métiers, dont le métier de pilote de chasse. Il est présent en permanence de la manière dont on prépare le vol jusqu'au débriefing, mais bien évidemment, c'est les vols, le catapultage, l'appontage, le tir de munitions, où l'excellence est requise en permanence. Et donc je pense que je vais apprendre rien à personne lorsque je vais dire que l'excellence, c'est le cœur de la réussite. Et moi, je le vois au travers de 3 prismes différents. Tout d'abord, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est une question de survie. Parce que lorsqu'on est dans sa patrouille, en face, il y a l'ennemi, en face, il y a la météo, et donc il faut malgré tout réussir la mission. Donc il faut être capable d'être au top et de faire face à tout ce qui fait l'ennemi ou qui nous empêche de le faire. Mais une fois qu'on y est parvenu, et c'est un petit peu ce que vous avez dit, il faut y rester, parce qu'en face, la menace, elle change, la météo change, l'ennemi est différent, le matériel qu'il utilise est différent, et donc ça veut dire que, je suis, moi, obligé de me remettre en question en permanence. De m'adapter. Mais également, les pratiques de l'ensemble du groupe, parce qu'il y a un nouveau radar, un nouveau missile, elles doivent changer aussi. Donc ça passe par 2 étapes. La première, c'est d'être capable de porter un jugement honnête sur ma performance, la performance du groupe. Ensuite, une fois qu'on a trouvé éventuellement une solution nouvelle à ce nouvel environnement, c'est toujours se poser la question, l'exigence, on l'a dit, elle est requise. Est-ce que ce changement d'habitude
il va à l'encontre de niveau d'exigence que je me suis fixé. Et ça, c'est une limite qu'il ne faut pas laisser tomber. Parce que sans elle, eh bien, peut-être qu'on n'y arrivera pas et peut-être que le prix, ce sera celui du sang. Et je pense que c'est également pour ça que si on veut faire changer, faire évoluer un groupe, ça doit venir de l'intérieur. De l'intérieur du groupe, parce que c'est lui qui possède les codes, c'est lui qui possède la connaissance du milieu, son besoin, et c'est de lui que ça peut venir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on possède les réponses à nos questions, mais parfois c'est un petit peu difficile de faire son autocritique, surtout lorsqu'on est le premier. Donc ça, c'était un petit peu le premier prisme. Si. Oui. Je vous ai dit que j'allais vous couper la parole. Allez-y. Si je vous dis communauté de stars parmi les stars, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je dirais comme beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres métiers. Donc non, il n'y a pas de stars Parce qu'on dit que vous êtes un peu... Mais stars, sous-entendu l'élite. Et souvent, c'est comme si les autres étaient moins bien, mais est-ce que c'est pas justement tout ce que vous nous expliquez là qui fait qu'on vous starifie un peu en se disant, ok, eux, à chaque sortie, il y a peut-être du coup... Je pense que la star, il y a deux choses. La première, c'est les films qui ont pu être faits. Donc ça n'aide pas déjà. Et puis ensuite, la star, c'est simplement quelqu'un qui fait quelque chose qui nous semble inaccessible, alors qu'en fait, c'est juste une partie d'entraînement. Moi, je serais incapable de faire ce que vous faites, et heureusement, vous n'êtes pas capable de faire ce que je fais. Mais avec un peu d'entraînement, très heureux, très fortement. Je ne dis pas le contraire. Heureusement pour vous, même, parce que... Bon, parfait. Voilà. Vous alliez rajouter quelque chose ? Oui, c'est que l'excellence, c'est aussi au niveau du groupe. Une personne progresse, c'est l'ensemble du groupe qui progresse. Et ça a été dit, le groupe, c'est une quinzaine de pilotes, mais c'est un chef qui donne un objectif derrière ça. Et ça permet de fixer une mission pour l'ensemble. Avec la particularité suivante pour les pilotes de chasse, c'est que le groupe, il est assez petit. Donc ça veut dire qu'on se connaît tous. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble, et donc on se connaît par cœur. Nos qualités, nos défauts. Il y a une forme de transparence qui est même exacerbée maintenant par la technologie, mais ça, on pourra en discuter à l'écart. Une transparence qui fait qu'on est obligé d'être honnête sur notre niveau de performance et également vis-à-vis des autres sur les erreurs qu'on a pu faire. Et donc ça nous aide à grandir et ça nous apporte de la crédibilité dans notre métier. Et la crédibilité, c'est hyper important parce que c'est comme ça que les autres vous voient. Alors, et la petite chose importante derrière ça, c'est que ça apporte la confiance. Surtout lorsqu'on a des gens qui vous voient comme le chef, les emmener au combat. Du coup, ça m'emmène à ma deuxième question. En quoi le feedback collectif peut-il contribuer à pérenniser l'excellence ? Et comment ça se passe chez vous ? Pouvez-vous nous parler du back brief ? Je pense que vous en avez déjà dit 2 mots, du coup, dans votre propos. J'en ai dit un tout petit peu. En fait, sans cesse, pour améliorer les pratiques, notamment lorsqu'on forme les plus jeunes, dès qu'on va réaliser une action, on va la débriefer, on va faire un back brief. Donc ça peut être à l'issue du vol, mais il y en a un qui est un petit peu plus iconique que les autres, c'est le débriefing à l'issue de l'appontage. Donc l'appontage, c'est à l'issue du vol, lorsqu'on rentre sur le porte-avions et qu'on doit prendre avec l'avion à 250 km/h un brin sur la taille d'un terrain de tennis. Donc c'est pas forcément un sport de masse, mais ça peut être dangereux. Et donc c'est pour ça que c'est systématiquement débriefé par les officiers d'appontage, qui sont les personnes qui sont à l'arrière du porte-avions et qui surveillent que tout se passe bien. Et donc concrètement, on va faire une petite mise en situation. Donc je suis commandant de flottille, donc je suis déjà un vieux. Je viens de faire une mission de 6 heures, je viens d'apponter, j'ai tiré 2 bombes, j'ai ravitaillé 3 fois en vol. Mais la mission, elle n'est pas finie parce que j'ai pas débriefé et en plus j'ai été mauvais à l'appontage ce jour-là. Donc ça me travaille un petit peu, je descends me changer. Ensuite, je vais dans la salle d'alerte, donc qui est la salle où tous les pilotes se regroupent pour travailler. Et là, en tant que chef, vous faites votre débrief. Non, vous vous mettez à nu. Quelqu'un va me le faire. Et donc j'attends les officiers d'appontage pour qu'ils viennent me débriefer. Donc j'attends un petit quart d'heure, j'ai beau être chef, mais j'attends parce que les autres avions, ils sont pas posés. Et enfin, ils arrivent, donc ils sont 3. Il y a un jeune et 2 anciens. Les 2 anciens, ça fait 10 ans que je les connais, on se connaît par cœur, on est amis. Le plus jeune, je volais avec lui il y a 2 jours où c'était moi qui étais son instructeur. Mais cette fois-ci, c'est lui qui a le carnet. Et je vois qu'ils ont la tête un petit peu fermée, la mine fermée. Donc il y en a un qui a dû faire des choses terribles. Et donc là, je m'inquiète parce que malgré mes 350 ou 400 appontages, je me dis qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai pas été très fort. Et j'espère que c'est pas pour moi. Et c'est une grosse leçon d'humilité. Pas de chance, c'est pour moi. Donc il me regarde et puis il me fait écoutez, commandant, aujourd'hui vous étiez trop long dans votre approche.
Je vous ai demandé de remonter, vous êtes remonté, et puis sur la toute fin, l'avion il a commencé à descendre très fortement. Je vous ai demandé de remettre les gaz. Vous avez fait 20 mètres courts alors qu'on est censé taper juste pile poil. Ce que vous avez fait, c'était dangereux. Voilà, donc la chose que je retiens de cette petite histoire, c'est deux choses. C'est que moi, je dis rien, parce que je respecte son expertise. Il a beau être plus jeune que moi, mais c'est lui l'officier d'appontage. Comme lui respecte le fait que je sois commandant. Et la deuxième, c'est l'humilité vis-à-vis du métier de tous les jours. Et on en revient un petit peu à la remise en question permanente. Il y a des jours où on est bon, il y a des jours où on n'est pas bon. Il faut quand même savoir gérer les jours où on n'est pas bon. Oui, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Bravo. Non, mais... Là, il y a des images qui nous reviennent. Nous, en cuisine, un service qui est raté, c'est vrai qu'on rentre avec. Je pense que si vous aviez pu aller au bout de l'histoire, vous diriez que voilà, quand on rentre chez soi, passer le mécontentement, etc., il faut tout de suite retrouver l'énergie de dire, OK, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette difficulté? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu assurer, en fait, ce soir? Et le lendemain, tout de suite, reprendre des clés, les bonnes clés, pour repartir de plus belle. C'est pas toujours simple. Sans compter les commentaires aujourd'hui avec les téléphones, les sites, les machins, etc. Alors là, je vais vous dire, même des fois quand vous faites bon, il y en a qui trouvent que c'est pas bon, et pareil, eux aussi, ils vous mettent un peu le seum dans la tête. Donc, Monsieur Simon, c'est à vous de passer sur le grill. Je commence à me prendre vraiment au jeu de cette... je vais faire une nouvelle reconversion. Modératrice. Non, je suis pas mal, non? Merci beaucoup, les gars. Alors, bon, mais en même temps, j'ai envie de vous y voir. Commando Chaco, commandant... Enfin, je fais la maline, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, à nous. Prêts? Passer après eux, ça va être compliqué. Hein. Mais non, je suis sûr que vous allez bien vous en sortir. On a parlé jusqu'à présent de management d'excellence pour manager l'excellence. Parlons désormais aux chefs d'entreprise que nous sommes, pour la plupart. Parlons business. Pardon. Aujourd'hui, dans la haute gastronomie, nous sommes clairement en perte de vitesse, si je puis me permettre. Et même, je vais aller un peu plus loin. La mariée, de loin, on se dit, ouh là là, qu'elle est belle, elle a une magnifique robe, etc. Mais nous, qui sommes à l'intérieur, on sait qu'elle a plus de jupons, le porte-jartel, il est parti depuis longtemps à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre nous? Est-ce qu'on peut se le dire? Et si oui, pourquoi tout le monde nous envie au niveau mondial, encore aujourd'hui, où nous-mêmes savons que cette mariée, la robe, elle n'est plus très en forme et qu'à tout moment, elle se retrouve en caleçon. De quoi sommes-nous les ambassadeurs et les gardiens? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette excellence française? Je vais essayer d'être vraiment très court. Hein, Surtout que je vous ai bouffé 15 secondes. Non, mais ça ira. Alors, c'est quoi l'exception française? Je vais utiliser ce mot. Alors, il ne vous a pas échappé que récemment, vous avez entendu parler de Notre-Dame. Oui. Bien sûr. Tout. C'est-à-dire que la France a cette capacité à fédérer un certain nombre de savoir-faire et à tout mettre en musique. Et ça marche. Alors, la question, c'était, c'est quoi notre excellence? C'est quoi nos caractères? Qu'est-ce que les autres nous connaissent et nous envient? Oui. Tout à l'heure, Emmanuel nous a convoqué Aristote. Mais je vais revenir à Jean de la Bruyère, qui s'y connaissait en caractère. Hein. Il comparait Corneille, Racine. L'excellence, c'est ce en quoi tu es bon et personne ne peut se comparer à toi. Ok. Très important. Donc, c'est ce que tu fais. Et il dit, continue, Racine est doué, Corneille a le talent. Tout est dit. Donc, l'excellence, c'est ce que tu fais et que tu répètes tout le temps, et ça devient donc une éthique. Pourquoi je dis ça? Ça donne donc l'expérience française. La spécificité française, elle nous vient de Colbert. Hein. Je vais faire très très court, vraiment. Ça fait 2 fois que vous le dites, mais du coup, je sens que ça va être très long. C'est le professeur qui sommeille à moi. Ouais. Alors, typiquement, la France, elle fait la guerre, elle a besoin d'argent. Et puis, elle n'a plus de business, ne peut pas faire le commerce triangulaire parce qu'on est sous embargo, blocus, les oranges, etc., etc. Colbert décide donc de créer from scratch une industrie qui va nourrir la France. Et il a dit, on va travailler sur les savoir-faire d'excellence. 2 exemples pour faire court. On va chercher des artisans à Murano, on les ramène en France, on les fait travailler avec un architecte, designer français, premier donc à créer un chef design à l'époque. Et on les fait travailler
avec des ingénieurs. C'est l'Académie des sciences royales. Et ça donne donc, sur l'analyse des petits verriers là, de Murano qui avaient 40 par 40, faisaient des petits trucs, ça donne la galerie des glaces. C'est-à-dire la manufacture royale des glaces, c'est Saint-Gobain, dont je parle. J'ai été très vite, mais ce que j'ai essayé de dire très très vite, c'est que la France a cette capacité, depuis la nuit des temps, à avoir effectivement des artisans qui ont le savoir-faire, avec des designers qui donnent le là sur la forme. Je repensais à Le Nôtre pour les jardins. On ne refait pas les jardins à l'anglaise, romantique, on va les faire à la française, géométrique. Donc on a un designer et on a des techniciens, des ingénieurs. C'est ce qu'on a revu récemment avec Notre-Dame. Cette capacité à mettre ensemble des corps de métiers différents, à créer des écosystèmes. Et pour terminer sur ce truc, malheureusement, à l'époque, Colbert crée les partenariats privés-publics. C'est ça aussi un écosystème. Des écoles, etc., etc. Et aujourd'hui, on vient encore voir la France pour ça. Les Américains ont dit on n'aurait pas pu refaire Notre-Dame en 5 ans. À côté, d'ailleurs, il y a eu les JO. C'est la même logique. Faire un écosystème, mettre des savoir-faire, et ça roule. Et ça a toujours donné la même chose. D'ailleurs, les deux exemples sur lesquels je suis parti, aujourd'hui, le système français fait la Villa Médici à Rome. Et la plus récente, c'est la Villa Egra à Lula, en Arabie Saoudite. On retrouve ce côté, je mets ensemble des savoir-faire avec un designer, avec des techniciens, des ingénieurs et avec le business. C'est ça le modèle à la française. Et si je veux ramener ça à la gastronomie, parce que moi je pense qu'à moi, non mais vous avez compris ce que je veux dire, est-ce que l'idée alors, ça serait peut-être de réfléchir à faire un état des lieux de toutes ces compétences qu'on a aujourd'hui, un profil comme le mien, on a aujourd'hui prendre en compte les flux migratoires aussi peut-être, plutôt que d'aller chercher en Italie, etc., mais voir déjà les compétences qu'on a sur place, et s'appuyer du coup sur la tradition, comme disait Monsieur Pic tout à l'heure, pour créer cette nouvelle, enfin une nouvelle excellence à la française, enfin je sais pas. Comment ça marche dans le monde de la mode? Comment eux ils y arrivent? Parce que nous, de nos cuisines, on a l'impression qu'eux n'ont pas les mêmes problèmes que nous. C'est pour ça, quand je suis rentré sur mon exemple tout à l'heure, ce qu'on retient en France, c'est cette capacité à allier, je dirais pas tradition et modernité. Si vous me permettez, je vais utiliser le mot héritage. C'est beaucoup plus sympa. Plus juste même. Parce que tradition, c'est des blocages. Donc, aller chercher un peu nos racines et puis les traduire dans la modernité. C'est fondamental. C'est ce qui est fait dans le modèle français. C'est ce qu'on a encore vu avec la cathédrale Notre-Dame. Est-ce que la cloche, le machin, le truc, la flèche, on l'a fait comment? Passé et présent. Donc, ceux qui réussissent aujourd'hui, avec un institut qui me tient à cœur, c'est l'Institut des savoir-faire français, anciennement l'Institut national des métiers d'art. Ça marche pour la gastronomie. Je voudrais vous donner un exemple. 5 secondes. Fouquet. Elle s'appelle Fouquet, confiseur, chocolatière, et elle est EPV, ce qu'on appelle entreprise patrimoine vivant. Donc en France aujourd'hui, on a ces labels-là. On a le JAD, le Jardin des métiers d'art et du design, juste dans les Hauts-de-Seine, qui a cette capacité à mettre ensemble des talents, à mettre de la technologie, l'innovation, à mettre des designers et à mettre des artisans. Et c'est comme ça qu'on arrive à projeter dans la modernité des choses qui nous viennent du passé. Mais puisque vous m'avez posé cette question sur le business, et j'ai terminé là-dessus, c'est, s'il vous plaît, j'ai entendu parler d'entrepreneurship. Je pense que ce qui manque aux artisans, c'est vraiment cela. Nous faisons quelques séminaires avec la Fondation Michelangelo. On prend une trentaine d'artisans chaque année et on leur apprend du business. On leur apprend pas ce qu'ils savent faire, comme la gastronomie. Ça veut donc dire des choses simples, apprendre à savoir c'est quoi un segment de marché, avoir une proposition de valeur. Vous savez tous faire des choses, mais vous ne savez pas partager avec les Béotiens que nous sommes. Vous ne savez pas nous faire rêver. Donc, racontez-nous de belles histoires. Vu qu'on est sur mon temps de parole, je vais vous en redonner un peu. Ça me fait penser, moi, aux guides.
Moi, j'ai commencé en étant à mon compte. Et finalement, alors je vous ai expliqué en 2 mots que j'avais beaucoup travaillé dur, parce que finalement, je suis autodidacte, les enfants en bas âge, etc. J'ai pas pu faire d'école ici et là, école de cuisine, de formation. Donc, il a fallu un peu aller chercher le savoir-faire. Mais des personnes douées qui font des choses incroyables, il y en a beaucoup. Et je pense qu'on oublie souvent, on remercie souvent les artisans, sans qui, d'ailleurs, on n'aurait pas la matière première, au-delà de la matière humaine, pour travailler, de remercier les guides. Je vais en citer 2. Le Goemio, qui, moi, dans mon cas personnel, me suit depuis le départ, parce que quand vous avez le savoir-faire, il faut aussi le faire savoir, n'est-ce pas? Et c'est eux qui participent à ça. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais c'est très sérieux ce que je dis. Et donc, pour moi, plus récemment, le guide Michelin, qui, du coup, en plus, au-delà de faire savoir, vous positionne, vous ancre en fait dans un niveau d'excellence, quoi, dans une certaine catégorie. Et donc voilà, je voulais juste dire merci pour ça. Et j'espère que vous avez pris plein de notes sur ce que dit Monsieur Simoniec, parce que je vais venir les chercher chez vous. C'est très intéressant. Vous vouliez finir peut-être? Non, écoutez, j'étais ravi de partager, hein, et puis je vous inviterai probablement dans mes cours. Ah. Et quelque chose d'intéressant, vous l'avez dit, il y a le savoir-faire, mais je crois que beaucoup d'artisans, dans la gastronomie entre autres, souffrent du fait qu'ils ne sont pas visibles. D'ailleurs, on connaît tous les uns les autres quelqu'un à côté de chez nous qui est très bon, bien sûr, mais on est le seul à connaître. Donc aujourd'hui, l'INMA, enfin l'Institut des savoir-faire, on fait un travail énorme pour visibiliser. C'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est cette innovation, intégrer la technologie, les 3D, imprimante, etc. Ça, ils savent faire. Mettre le design de la modernité et savoir parler à un marché, donc la distribution. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a aussi... Mais dans la visibilité, il faut savoir quoi dire à ces gens-là. Et je vous assure, allez voir Steven Leprisé. C'est un ébéniste qui fait du bois gonflable. Allez voir la confiserie Fouquet. Allez voir Nicolas Mariscaël, qui est un orfèvre. Vous pouvez aller sur leur site. Ils font vraiment ce mélange de tradition et de modernité. Et je terminerai en citant finalement Tommaso de Lampedusa, le guépard. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment tout changer pour que rien ne change. C'est hyper important. Donc, vous connaître, savoir ce que vous êtes et être capable de vous projeter, donc garder cet esprit, mais dans la modernité. Merci beaucoup. Donc, on va se finir comme ça. Merci Valrhona pour cette invitation. Un petit pas pour nous, mais j'espère un grand pas pour la gastronomie, entre autres. Merci infiniment d'être venu avec moi animer ce débat. Merci. Alors, nous l'avons vu avec le professeur Simoniec, la haute gastronomie est un trésor français. Plus qu'un savoir-faire, c'est un outil politique, un enjeu stratégique, un levier de rayonnement de la France dans le monde. Elle est ce que l'on nous envie, elle est ce que l'on nous copie, une part de notre identité, une manière de concevoir le beau et le bon pour la gastronomie, l'utile et le futile, avec toujours cet art très français de lier les choses, donc de lier les générations, de lier la science de la cuisine et la science du management. Le défi de perpétuation de cette excellence dépasse donc l'assiette, il dépasse les clients, il dépasse ceux qui vous rejoignent, chef, il dépasse donc les talents, il est notre responsabilité de tous, et vous, chef, êtes à votre corps défendant, dépositaire d'une partie du rêve français. Dans ces conditions, notre dernière séquence ne pouvait être consacrée à autre chose qu'au rêve. Le moment actuel est celui du courage et de l'idéal. Le courage d'une revisite, l'idéal de l'excellence. Combien de secteurs d'exception sont morts ou mourants du fait de n'avoir su revisiter à temps leurs pratiques? La haute gastronomie française ne sera pas de cela, parce qu'elle est parcourue d'énergie et d'audace, d'hommes et de femmes exceptionnels, j'oserais dire d'icônes. La haute gastronomie française ne sera pas de cela, parce qu'elle attire les talents, différents certes, mais des talents immenses, et la relève est prête. Non pas pour vous en convaincre, mais pour l'illustrer. Merci d'accueillir Régis Marcon, chef iconique triplement étoilé de la Maison Marcon, et Bartu Elzi Ozoy, violoniste et virtuose, un des plus jeunes chefs d'orchestre au monde.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Vers l'infini et au-delà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis impressionné. J'ai un petit peu d'appréhension parce que ce que je vais vous dire, vous parler maintenant, je voudrais pas que ça passe par une séance d'honneur de leçons, surtout pas. Simplement parler un tout petit peu de mon parcours par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Et chacun et chacune d'entre nous vont certainement se retrouver dans ce que je vais dire, parce que c'est notre quotidien de l'entreprise, c'est notre quotidien de cuisinier, de pâtissier, etc. Je vous ai mis 3 titres qui me paraissaient importants, parce que dans mon travail, donc ça fait 55 ans que je fais de la cuisine, j'en fais encore, c'est pour vous dire la passion. 47 ans que je suis installé, et on a tous notre propre histoire, notre petite anecdote, comment on a commencé. Moi personnellement, je voulais pas faire cuisine, j'avais trop vu ma mère pleurer au fourneau, donc ça me donnait pas envie. Comme notre ami tout à l'heure, je voulais faire du ski, mais beaucoup plus lent avec du ski de fond. C'était ma passion, j'en ai fait mon métier d'ailleurs aussi. Ça n'a pas duré longtemps, entraîneur. Et j'ai eu la chance, dans les années, je sais plus, 50 ans maintenant, de faire partie de ceux qui ont popularisé le biathlon en France. Voilà, c'était une mission qui m'avait été confiée. Sur ce, donner envie, c'est important parce que dans ma vie, ma mère m'a envoyé de force à l'école hôtelière à Grenoble. C'était pas terrible la première année, mais j'ai rencontré un chef qui, par sa façon de nous parler, sa façon d'être avec nous, ça a été presque, je dirais pas instantané, en quelques jours je me suis dit, je ferai de la cuisine. Parce que cet homme-là, j'avais envie d'être lui aussi. Donc c'est tout ce passage qui est important parce que c'est ce qui a donné le livre blanc que j'ai présenté il y a une vingtaine d'années sur ce travail sur la formation. Aujourd'hui, je vous partage une expérience personnelle, mais aussi ma passion de la formation, parce que c'est la clé de tout. On parle de transmission aujourd'hui, on parle d'excellence, c'est la clé de tout. Et là, c'est pas pour vous donner une leçon, mais simplement, j'ai essayé de hiérarchiser un petit peu tout ce qui me passe dans la tête. C'est le parcours de celui ou celle qui vient dans votre cuisine ou dans vos métiers. Donner l'envie. C'est l'orientation. Le jeune a décidé. Soit il a vu une émission de télé, soit il a travaillé chez l'artisan du coin, soit, dès son plus jeune âge, il a fait les gâteaux au yaourt avec sa maman, ou il a fait d'autres cuisines, et il se dit, je vais faire cuisinier. Et je suis époustouflé de ce qui se passe actuellement, parce qu'on voit plein de jeunes de 6, 7, 8 ans, très jeunes, je veux faire cuisinier, je veux faire pâtissier. Forcément, les médias, ils sont pour beaucoup. Et notre rôle derrière, donner envie, eh ben, c'est de les accueillir, de faire que ces yeux qui brillent, il faut continuer à pétiller. De même que peut-être arrêter ce scintillement, parce que des fois on peut se tromper aussi. C'est notre rôle, nous, maîtres d'apprentissage, de dire, oui, peut-être un autre métier te conviendrait mieux, etc. Parce qu'on peut se tromper. On le voit avec les émissions culinaires qui vont miroiter quelquefois, ils ne font pas exprès, je vais être mof en 4 ans, je vais être mof dans 10 ans. Tout de suite, on voit le côté très star là-dessus. C'est donner envie, donc, un gros travail. Le deuxième, c'est donner en confiance. Si vous avez le jeune devant vous, ou moins jeune, parce que voilà, la réorientation fait partie maintenant de nos métiers, beaucoup plus qu'avant, c'est cette confiance que vous allez accompagner. C'est se dire, vous avez quelqu'un d'entre vous, et moi la règle dans ma tête, et je crois que c'est la plupart d'entre nous, dire, quand j'ai commencé, comment ça s'est passé? Parce qu'on est des fois un petit peu dur. Hein, Christophe, tu en parlais tout à l'heure, on est exigeant, on est impatient, on veut tout de suite. Tu dois faire, tout de suite ça doit réussir. Mais non, le métier passe par des échecs. Moi j'ai l'exemple d'un chef qui est venu chez nous, qui était déjà un peu de la bouteille, on va dire, avec Jacques, mon fils. On s'est dit, ce chef, on va pas le garder. C'est pas possible. Vous vous rendez compte, quand on est à ce point-là, de dire, on va pas le garder. Ça veut dire quoi? Hop, allez, on a un autre qui arrive. Patience. C'est devenu le chef le plus talentueux de notre brigade. Parce qu'il faut de la patience. Vous avez des jeunes, ça arrive tout de suite.
Tu sens qu'il y a de la mal. Tout de suite, ils vont comprendre ce que tu vas leur montrer, etc. Et puis il y en a d'autres, il leur faudra un petit peu plus de temps. Voilà, ça revient à toutes ces méthodes de pédagogie. Et vous, je pense que vous reconnaissez tous dans ce que je suis en train de dire, forcément. Et donner l'exemple. Tu en as parlé tout à l'heure, Christophe. Ton père ne t'a pas donné l'exemple, mais tu l'aimais, ton père. Parce que tu l'as compris, tu l'as expliqué pourquoi tu sentais qu'il était comme ça. Moi, j'ai été comme ça. Hein. Il y a des jours, on a nos échecs, on se plante, on perd un peu pendant les services, on pète les plombs, ça peut arriver. Mais il faut savoir, et c'est là que j'ai entendu tout à l'heure, humilité. Savoir se remettre en question, se dire, le chef, c'est important. Donc, donner l'exemple. On ne peut pas demander à un jeune d'être propre si vous ne l'êtes pas vous-même. On ne peut pas demander à un jeune d'être à l'heure quand vous ne l'êtes pas vous-même. C'est plein de choses. Et ça, c'est des remises en question dans le métier. C'est indispensable. Voilà, c'est un petit peu, en gros, vous présentez le tableau sans être donneur de leçons, dire voilà, le parcours, pensez au parcours de ceux qui viennent chez vous, à tous les niveaux. Moi, je pense aux Japonais qu'on a beaucoup dans nos brigades, qui ne parlent pas un mot de français, ils sont là. Tout le monde rigole, on plaisante, ils sont toujours en dehors de tout ça. J'exige de mon personnel de manger avec eux, de discuter avec eux, de leur expliquer. C'est important. Alors, toutes ces bases-là, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est, pour moi, la règle de toute pédagogie, c'est aimer les autres. Alors, on me dit, aimer les autres, c'est gentil, aimer les autres. Aimer les autres, ça veut dire se mettre à leur place. Aimer les autres, c'est vouloir leur bonheur. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que vous avez des collaborateurs, forcément, vous avez une mission, vous avez un objectif, vous avez votre entreprise. Mais là où on se sent le mieux, je pense, c'est quand vous sentez que votre équipe, elle adhère. Et ça, c'est le plus important. Et elle adhérera si vous les respectez, si vous les aimez. En gros, c'est un petit peu toutes ces bases. Combien j'ai de temps? Parce qu'on m'avait donné 6 minutes, je ne voudrais pas trop les dépasser. C'est court, c'est long? C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Pour être pragmatique, parce que vous n'êtes pas venu ici pour écouter des solutions, même si on les recherche tous les jours. Mon parcours a fait que j'ai commencé tout seul avec un plongeur. Je me retrouve avec 120 collaborateurs maintenant. Forcément, le management est différent. On a commencé, pas de jour de congé, un jour, une demi-journée, un jour, 2 jours, 3 jours. Il y a une évolution. Mais moi, je suis très... De ce que j'ai entendu, surtout au début, il y avait un peu un tableau noir de notre profession. Il ne faut pas se cacher la réalité. Oui, on est dans le trou un petit peu, en ce moment. Par l'actualité, mais aussi par le travail, la valeur travail, et on peut se poser des questions. Mais je vais rester complètement optimiste parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation. On a des atouts. Et en même temps, je vous parlerai peut-être des barrières avant. Notre système de formation, il faut se battre quelquefois quand ce qui se passe actuellement. En France, on forme beaucoup plus de managers que d'ouvriers. Faites-y attention. Vous avez tout un tas d'écoles, très bien, prestigieuses, qui, derrière, souvent des fonds de pension ou des moyens considérables qui vont vers le management. On voit de plus en plus de jeunes qui vont vers le management. Ce qui est important, c'est d'abord apprendre le métier et manager derrière. C'est indispensable. Pensez-y, parce que ces études, elles coûtent souvent très cher. Et on voit beaucoup de jeunes qui se destinent management. Tu veux faire du management, mais c'est quoi? C'est manager. Vous voyez? Et on a une jeunesse qui sont nos propres enfants, qui ont, pour moi, d'énormes qualités. Et la première, dans les métiers, dans la cuisine, ce qui me paraît le plus important, c'est ce rapport à la nature. C'est ce rapport aussi à donner du sens à sa vie. C'est avant tout, vous allez leur donner du bonheur, c'est donner les clés pour qu'ils prennent du plaisir dans ce métier. C'est pour ça qu'ils ont besoin de comprendre, c'est les bases de la pédagogie, on apprend et on explique pourquoi. Et les jeunes de plus en plus sont sensibles à ça. Chef, merci infiniment. On a senti votre amour de la jeunesse. Vous avez parlé de nature et de sens, et je crois que c'est exactement ton propos, Bartou. The floor is yours. Mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous, dans ce cadre très inspirant, entouré de personnes
dont l'engagement pour l'excellence forme l'avenir de la haute gastronomie. En tant que jeune chef d'orchestre et musicien, je me sens profondément lié à votre quête de sens et de transmission à travers votre art. Pour moi, l'excellence dépend de l'harmonie qui émane dans le collectif. Elle ne réside pas dans une simple recherche de perfection technique, mais elle est le fruit d'un équilibre entre ambition et humilité, entre individualité et collectif. Au sein d'un orchestre, chaque musicien a une voix unique, mais c'est ensemble, sous une vision partagée, que nous parvenons à atteindre cette harmonie qui touche les âmes. Diriger un orchestre m'a appris cette leçon essentielle: le collectif est tout. Être en chef, c'est écouter, guider, inspirer. C'est parfois remotiver les esprits fatigués et montrer par l'exemple qu'ensemble, nous pouvons atteindre des sommets que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. L'excellence, c'est ce qui prend forme grâce à plus grand que soi. Dans votre métier, comme dans le mien, c'est cette harmonie collective où chaque détail et chaque geste compte qui peut transformer une expérience en un moment inoubliable. Mais très tôt, je me suis demandé, peut-on extraire l'excellence de la responsabilité du monde aujourd'hui? Je ne le pense pas. J'ai grandi entouré d'artistes et de personnes engagées dans des causes globales. Très tôt, j'ai compris que chaque action, chaque décision que nous prenons doit être guidée par nos convictions profondes. Pour moi, elle repose sur 3 piliers: l'harmonie, la collaboration et l'impact positif. Ces principes ont non seulement inspiré mes créations artistiques, comme ma première symphonie à 15 ans, explorant la surconsommation et l'équilibre entre le monde naturel et celui façonné par l'homme, mais ils m'ont aussi poussé à m'investir directement dans des actions concrètes. C'est ainsi que je suis devenu ambassadeur pour le pacte climatique auprès de la Commission européenne. Notre responsabilité dépasse nos propres disciplines. Elle consiste à utiliser nos talents pour sensibiliser, transmettre et inspirer le changement. Pour conclure, je vais interpréter le Recitative Scherzo de Fritz Kreisler, une œuvre qui incarne ce fruit de l'équilibre qui fait l'excellence entre tradition et une nécessaire ouverture au monde et aux enjeux qui le traversent pour rester pertinent.
J'invite tous nos intervenants à venir saluer, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer à applaudir. Photo, 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 qu'on ne rate pas ça. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous fait cheminer. Ce n'est que le début de l'aventure. Merci encore à Valrhona d'avoir rendu ce moment exceptionnel possible. Venez avec nous.